Bonjour à tous, merci à Hélène et à Louise pour leur invitation. Je suis ravie aussi de vous voir et d'être ici aujourd'hui pour cette deuxième séance, si je me trompe, des Midis de l'Antiquité. Comme Hélène vient de vous le dire, je vais vous présenter mon sujet de thèse qui porte donc sur l'Épire ancienne proto-byzantine. Et puisque j'entame seulement ma troisième année, ce sera vraiment une recherche en cours. Donc je n'ai pas vraiment de résultats définitifs à vous présenter. Mais c'est aussi ça qui m'intéresse, moi, de mon côté aujourd'hui, c'est d'avoir vos réactions et peut-être vos idées ou vos suggestions sur cette recherche, qui m'occupe donc depuis 2016 et qui porte, comme vous le voyez, sur l'Épire ancienne proto-byzantine. Alors, l'Épire ancienne, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une province romaine qui est située à cheval sur deux pays actuellement. La moitié de la province se trouve sur le territoire grec, et l'autre moitié se trouve en Albanie actuelle. C'est une province qui a été créée au IVe siècle sous Dioclétien et qui a des limites naturelles, à savoir les monts Acrocéroniens au nord, la chaîne de montagnes du Pinde du côté oriental, ensuite le cours d'un fleuve qui s'appelle la Kélos au sud, et puis évidemment la mer Ionienne du côté occidental. La province comprend donc une série d'îles également, dont la plus célèbre est l'île de Corfou, mais il comprend aussi l'île de Leucas et d'Ithaque, que vous connaissez sans doute pour les plus classiques d'entre vous. Alors, l'Épire s'appelle Épire ancienne pour la différencier d'une autre province de l'Empire romain, qui s'appelle l'Épire nouvelle, évidemment, sans suspense, et qui se trouve au nord de cette province d'Épire ancienne, et elle comprend grosso modo tout le reste de l'Albanie actuelle. C'est une région côtière, comme vous le voyez sur cette carte, mais c'est surtout une région montagneuse. Très vite après les côtes, vous êtes dans ce type de paysage, un paysage très aride, très accidenté. L'Épire connaît des hivers très rudes encore actuellement. Et c'est une région qui est restée très très longtemps coupée du reste de la Grèce. À titre indicatif, l'Épire actuel, donc l'Épire moderne, puisque c'est le nom d'une région actuelle également. Cette région donc n'a été reliée au reste de la Grèce par des autoroutes que très récemment, finalement, puisque une autoroute relie la capitale de cette province à Thessalonique depuis à peu près 2010, si ma mémoire est bonne, et la deuxième autoroute a été créée il y a 1 an. Donc c'est vraiment une région qui a été pendant très très longtemps un petit peu séparée et qui a fonctionné un peu en vase clos. L'objectif de ma recherche, c'est d'étudier, comme on le disait tout à l'heure, l'architecture religieuse. Alors pourquoi l'architecture religieuse? Eh bien, pour une raison évidente de prime abord, c'est que l'architecture religieuse est l'élément le mieux conservé de l'Épire tardo-antique. Ma recherche se situe entre le 4e et le 7e siècle environ. Ce sont les dates somme toute assez classiques pour l'Antiquité tardive. 4e siècle, ça correspond également à la date de création de la province. Et à partir du 7e siècle, l'Épire va subir une série d'invasions qui mettront donc fin à cette phase de production architecturale. Les basiliques d'Épire, on a considéré qu'elles étaient relativement bien connues jusqu'à présent. En réalité, ce n'est pas franchement le cas. Pourquoi? Parce que, d'une part, la province est à cheval sur deux pays, ce qui fait que les chercheurs de part et d'autre des frontières s'arrêtaient aux frontières en question. Les chercheurs albanais ou italiens ou anglais, parce que ce sont généralement eux qui fouillent en Albanie, s'arrêtent aux frontières, et les chercheurs grecs, de leur côté, travaillent sur l'Épire grec. Ce qui fait que les informations sont assez éparses. Il faut aller les chercher vraiment des deux côtés, il n'y a pas de mise en relation. Et d'autre part, comme je vous le montrerai un petit peu plus tard dans ma présentation, les données que nous fournissent les basiliques épirotes sont tout à fait inégales. L'objectif était donc double. D'une part, je voulais étudier les basiliques en tant que telles, dresser un inventaire, établir un catalogue qui n'a pas encore été fait jusqu'à présent, étudier donc ces édifices du point de vue de leur architecture, essayer d'établir une typologie, et dans un second temps, essayer vraiment de les mettre en contexte, avec pour objectif d'essayer de voir d'une part comment le christianisme se répand dans cette région, puisque finalement cette période qu'on appelle l'Antiquité tardive, elle est marquée par ce passage du monde païen au monde chrétien, et les basiliques sont le meilleur témoignage de ce changement, et d'autre part essayer de tirer un maximum d'informations sur cette région finalement peu connue, puisque les basiliques sont aussi le seul témoignage de sites d'habitat qui sont par ailleurs complètement perdus. Pour ce faire, je bénéficiais d'une série de sources anciennes tout d'abord, avec la première et sans doute la plus importante, qui est le Synecdimos d'Hieroclès. Mais vous voyez que les informations que nous fournit ce texte sont somme toute limitées. Vous pouvez lire, comme moi,
La province d'Épire ancienne, sous la direction d'un hégémone, comporte 12 villes. Elles sont notées. Nicopolis est la capitale de cette province et elle est située ici, un endroit stratégique puisqu'elle est vraiment sur la fine bande de terre qui sépare la mer Ionienne de ceci. Ceci, c'est le golfe Ambracique et c'est un espace qui sera capital durant l'Antiquité tardive également, et même par la suite durant la période byzantine, puisque une série de petits ports seront créés aux alentours. Donc Nicopolis est vraiment un point de passage entre ces deux mondes, entre les côtes et l'arrière-pays également. Et puis une série de villes sont citées, Dodone, que vous connaissez évidemment, que je ne présente plus, Évria, un siège d'évêché qui n'a pas encore été situé non plus, et ainsi de suite, jusqu'à la mention des îles de Corfou et d'Ithèque. Il y a une série d'autres sources anciennes, elles ne nous fournissent pas beaucoup plus d'informations. Notamment Procope, dans son Perictismatum, cite une quarantaine, si je ne me trompe, de forteresses construites ou restaurées sous Justinien. Sur les 40 mentionnées, 2 seulement sont identifiées actuellement. Donc 38 existent encore quelque part. Parfois, il y a des tentatives de les associer à des vestiges visibles, mais généralement, il n'y a pas suffisamment d'éléments probants pour pouvoir réaliser cette association. Je vous ai présenté sur cette carte les sièges d'évêchés qui ont été repérés et reconnus comme tels. La plupart de ceux-ci ont été fouillés plus ou moins correctement. Nicopolis, entre autres, est assez bien connu, ainsi que le site de Butrint, qui est le grand site, disons, du nord de la province. Mais j'y reviendrai en détail par la suite. Suite à cela, et après avoir dépouillé également les sources modernes auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant. Il a fallu également dépouiller les archives des services archéologiques, des éphories grecques, avec tout ce que ça peut entraîner. Ceux qui sont familiers des études dans des pays étrangers savent qu'on n'y a pas toujours accès facilement. Il faut parfois attendre très très longtemps avant de pouvoir accéder à des archives de fouilles, à des documents, à des carnets. Et parfois finalement le temps de votre thèse est déjà passé, que vous n'avez pas encore eu accès aux documents en question. Et pour finalement avoir un point de vue un petit peu plus personnel et compléter ces informations qui sont souvent lacunaires, il a fallu passer par une phase de prospection qui n'est pas encore tout à fait terminée mais qui est en bonne voie, en utilisant tous les moyens à disposition, comme vous voyez, autant le tracteur que le petit bateau de la marine militaire, parce que certains sites sont complètement inaccessibles. Pour être honnête, la plupart des sites sont complètement inaccessibles. Je vous en montre ici quelques exemples. Vous êtes soit complètement perdu dans les montagnes. Il faut savoir également qu'en Albanie, vous avez grosso modo, je schématise un petit peu, mais 2 grands axes routiers, et puis au-delà de ça, plus rien. Donc il faut être accompagné de personnes qui connaissent un petit peu le terrain. Il faut prendre les informations là où vous pouvez les trouver, et en général, c'est les bergers locaux, c'est le vieil instituteur du village, côté grec comme côté albanais d'ailleurs. Et puis, essayer évidemment de tisser un maximum de liens sur place, parce que certaines informations ne nous sont fournies que par des gens d'un village qui vous disent « je sais qu'à tel endroit, il y a des restes que des archéologues sont déjà passés voir ou qui semblent être très anciens ». Vous partez un petit peu à l'aventure. Et le petit bateau, pour terminer l'histoire que je vous montrais tout à l'heure, nous avait emmené sur cette île. En fait, vous ne voyez pas du tout quand je montre ça sur l'ordinateur. Cette petite île qui est donc dans la mer Ionienne, qui fournit une abside d'édifice religieux, complètement méconnu par ailleurs. Ce qui me mène à vous exposer cette fameuse inégalité dans les sources dont je dispose. Certains sites sont fouillés et visibles, c'est notamment le cas de Nicopolis, la fameuse capitale. C'est également le cas de Dodone, peut-être dans une moindre mesure, puisque Dodone a été fouillé dans les années 30. C'est une fouille qui reste relativement peu documentée, on n'a pas vraiment de matériel. On a quelques mentions, notamment de présence de mosaïques, mais aucune description, pas de relevé, ni quoi que ce soit de ce genre. Donc, au moins, nous avons un plan pour ces cas-là. Autre cas de figure, nous sommes là en Albanie, c'est une des dernières découvertes de cet été. C'est une petite chapelle dont vous voyez encore l'abside, que l'on date de la fin du VIe siècle, vraisemblablement. Elle n'a pas été fouillée, elle est dans un endroit tout à fait inaccessible, et tout porte à croire que les personnes qui mentionnent ce type de vestiges, ne se sont jamais rendues sur place.
En l'occurrence, les dimensions et la description du plan qui m'étaient fournis par les auteurs que j'étudiais ne correspondent pas du tout à la réalité du terrain. Enfin, dernier cas de figure, c'est la présence de fragments architecturaux qui ne sont pas directement associés à un édifice connu comme une basilique. Alors, à ce moment-là, deux possibilités s'offrent à moi. Soit je les inclus dans ma recherche, et c'est ce que je fais si ils sont soit associés à des vestiges apparents qui ne sont pas clairement fouillés ou identifiés, mais pour lesquels tout porte à croire qu'ils datent de l'époque qui m'intéresse, ou alors si ils sont sur des sites qui sont mentionnés dans des sources anciennes. À ce moment-là, je les conserve. S'ils sont complètement isolés ou en remploi dans une église moderne, mais dans certains cas, on suppose qu'ils viennent d'un autre site qui est situé à proximité et qui nous est connu, ils n'entrent pas en compte dans ma recherche, puisque l'objectif est de connaître au maximum la topographie de l'Épire ancienne et que des objets qui voyagent peuvent aussi prêter à confusion et biaiser nos conclusions. Alors avec tout ça, avec toutes ces recherches et ces prospections, on a réalisé une première cartographie en association avec l'Université de Strasbourg. Et vous voyez que nous avons à peu près 80 basiliques qui sont vraiment répandues sur tout le territoire de l'Épire, mais également sur toutes les îles qui sont situées près des côtes. Alors, le premier objectif, comme je vous le disais tout à l'heure, était d'étudier ces monuments du point de vue architectural. Je vous montre ici quelques exemples de plans. Les édifices religieux d'Épire, ce sont à 90% des basiliques. Basiliques, je suppose que j'enfonce des portes ouvertes, et donc ça se présente sous forme d'un grand rectangle, parfois sous forme de T, j'y reviendrai par la suite, avec une abside du côté est pour le sanctuaire. Vous avez également la présence plus ou moins systématique d'un narthex. Et puis vous avez quelques cas un peu plus particuliers, notamment des basiliques à 5 nefs. C'est beaucoup plus rare, il n'y en a que 2 sur les 80. Ce sont les sites des métropoles en général, mais finalement c'est le même type, il s'agit juste d'un dédoublement des nefs latérales. Autre cas de figure, auquel on peut rajouter peut-être ma petite église de Leckel en Albanie, ce sont les églises à nef unique, avec, encore une fois, simplement une abside du côté oriental, parfois la présence d'une pièce à l'entrée, qui pourrait être considérée comme une narthex. Encore une fois, là, on est tributaire de nos sources, et c'est très compliqué de parler de ces églises à nef unique, parce que souvent, la nef centrale de ces basiliques est conservée parce qu'elle a été englobée dans un édifice postérieur, qui devient donc une église à nef unique, et les nefs latérales ont tout simplement disparu. Un cas un petit peu plus particulier, c'est celui-ci. C'est un plan que j'appelle plan tréflé, puisque vous voyez qu'en plus de l'abside orientale, vous avez des absides du côté nord et du côté sud. C'est un type architectural qui provient sans doute des martyriats, donc de ces chapelles construites sur les lieux de culte ou de martyrs de certains saints des premiers temps. Pour ce qui est des caractéristiques des fameuses basiliques épirotes, on peut mentionner la présence de ces pièces annexes qui donnent une forme de T à certains de ces édifices. Elles peuvent être saillantes, comme ici, donc dépassées de l'orthogone initiale, ou alors être comprises à l'intérieur de notre rectangle. Ces pièces, dans ma bibliographie, sont mentionnées sous le terme de pastophoria. Mais ce terme peut prêter à confusion puisqu'il inclut une fonction spécifique, à savoir la fonction de pièces qui servent à accueillir les offrandes que les fidèles vont déposer. En réalité, la plupart du temps, nous n'avons pas de source matérielle tangible pour pouvoir pencher pour cette hypothèse ou plutôt pour une autre. Dans quelques très rares cas, nous avons des memsai, donc des tables d'offrandes. Dans ces cas-là, l'identification de pastophoria est tout à fait recevable, mais ce n'est pas toujours le cas. Parfois, je reprends ceci, vous voyez qu'il y a également des entrées qui permettent d'accéder à ces pièces directement, sans être obligé de traverser tout l'édifice. Il semble que ce cas de figure se présente surtout dans des basiliques qui comportent des sépultures. Dans ces cas-là, il me semble qu'il conviendrait davantage de considérer ces espaces comme des chapelles funéraires auxquelles on peut venir donc se recueillir, mais éventuellement l'une hypothèse n'exclut pas l'autre. On peut se recueillir sur la tombe d'un saint tout en apportant des offrandes. Ces pièces peuvent également servir de... Alors c'est ce qu'on appellera un petit peu plus tard dans l'art byzantin de diaconica, donc les pièces qui servent à stocker le matériel liturgique.
Autre caractéristique des basiliques épirotes, c'est l'usage assez régulier de contreforts pour soutenir les pièces à abside. Vous le voyez, c'est le cas pour les grandes absides orientales, mais également pour des pièces à abside qui sont situées au pourtour des édifices, donc les fameuses pièces annexes, qui ne sont pas toujours identifiées clairement non plus d'ailleurs. J'espère que je ne vous ai pas trop fatigué avec ces questions de typologie. On va passer à quelque chose d'autre, à savoir la fameuse occupation de l'espace à l'époque proto-byzantine. Alors, pour reprendre la carte que je vous ai montrée tout à l'heure, une série de sites qui ont fourni des basiliques avaient déjà été occupés précédemment. Alors, ce sont des occupations qui sont très variables. Parfois, il s'agit vraiment de villes d'époque classique hellénistique ou romaine qui sont réoccupées à l'époque tardo-antique. Parfois, il s'agit vraiment de sites qui ont fourni quelques menus vestiges. D'autre part, dans certains cas, ce sont les points mauves sur cette carte, les autres étaient les points en bleu. Les basiliques sont la marque d'une première occupation du site en question. Pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, nos sites peuvent être classés en trois grandes catégories. Les sites urbains, les sites périurbains et les sites ruraux. Les sites urbains sont relativement bien connus. Ce sont les sites qui sont mentionnés dans les fameuses sources telles que le Synecdimos d'Héroclès. Nous avons 9 villes qui ont le statut de cité à l'époque proto-byzantine en Épire, et ils ont fourni, chacun d'entre eux, un nombre variable d'édifices. J'y reviendrai, mais il y a une très forte disparité également. Nicopolis fournit 6 basiliques, alors que Dodone n'en fournit qu'une seule, par exemple. À côté de cela, nous avons quelques sites périurbains qui sont généralement des sites de basiliques symétérielles. Nous sommes en dehors des murs, puisqu'il y a interdiction d'enterrer à l'intérieur des murailles. Et dans 3 de ces 5 cas, les basiliques ont clairement une fonction de cimetière, puisqu'on enterre à la fois à l'intérieur de l'église, dans l'atrium, donc cette grande cour qui précède la basilique, et puis également tout autour. Dans 2 autres cas, il s'agit des ports de la ville, qui sont également situés à quelques kilomètres du centre urbain, mais qui peuvent être directement associés à la cité en question. Et puis, comme vous le voyez, l'écrasante majorité des basiliques épirotes, ce sont des sites ruraux. Ces sites ruraux sont beaucoup moins connus, beaucoup moins clairement identifiés, et c'est là un petit peu tout l'enjeu d'essayer de tirer un maximum d'informations, non pas des sites que nous connaissons relativement bien, ou du moins que nous pensons connaître relativement bien, mais surtout de ces sites qui n'ont pas vraiment fait l'objet de recherches plus approfondies. Revenons tout d'abord à nos églises urbaines. Je vous présente ici 3 cas de figure de 3, disons, grandes villes tardo-antiques en Épire. La première, c'est la capitale, Nicopolis, qu'on ne présente plus puisque tout le monde la connaît, c'est un peu là que s'est jouée l'histoire du monde. C'est ce que les archéologues qui travaillent à Nicopolis se plaisent à répéter à tous les visiteurs. Vous savez, c'est ici que l'histoire du monde a changé. Voilà, alors Nicopolis, à l'époque qui nous intéresse, se concentre dans cet espace. Elle couvre à peu près 1/6 de la Nicopolis romaine. Les murailles, vous voyez, sont reconstruites pour délimiter un espace très réduit, et les bâtiments tardo-antiques se situent exclusivement dans cet espace, avec une seule exception, ici, une de ces fameuses basiliques extramuros, la basilique Delta, qui est une basilique de cimetière. Vous voyez que vous avez une basilique au nord de la ville, une basilique disons vers le milieu, et puis 2 basiliques qu'on ne voit plus très bien dans le sud de cette ville. Nicopolis, c'est une ville assez exceptionnelle. Je vous montre ici quelques détails. Vous voyez donc la basilique B, la basilique ST, dont on ne voit aujourd'hui qu'une abside, et encore on ne la voit plus, la basilique A, et puis la basilique C, qui était visible jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, puis elle a été bombardée, et plus visible actuellement non plus. La chance des archéologues, c'est qu'au moins les 2 basiliques qui se trouvent ici et ici, la basilique A et la basilique B, ont fourni de très belles mosaïques. Et là, on est encore un petit peu dans cette recherche qui a beaucoup guidé les archéologues, c'est un petit peu la recherche du bel objet. Dès qu'il y avait une mosaïque quelque part, on prenait le temps de faire des fouilles un petit peu plus approfondies. Et c'est vrai évidemment que les mosaïques de Nicopolis valent clairement le détour. Ici, je vous montre un pavement qui constitue une représentation du paradis. Vous avez, je ne sais pas à quel point c'est visible sur ma diapositive, mais une série d'arbres fruitiers, et puis d'oiseaux et d'animaux au sol. Nicopolis est également le seul site qui fournit vraiment des inscriptions que l'on peut dater,
C'est le cas ici. Les évêques qui offrent les basiliques de Nicopolis sont connus par les actes conciliaires, ce qui permet d'établir une datation plus ou moins précise pour celle-ci. En tout cas pour les deux qui ont fourni des inscriptions. La troisième basilique, je vous montre ici son diaconicon, c'est la basilique d'Elta, la fameuse basilique de cimetière que je vous mentionnais tout à l'heure. Le diaconicon était entièrement couvert de mosaïques, le narthex était partiellement mosaïqué également, et on espérait jusqu'à il n'y a pas plus tard que quelques mois, trouver une inscription dans ce narthex qui nous dise quel était le donateur et surtout quel était le saint enterré dans cette basilique, puisqu'un grand sarcophage très orné y avait été découvert également. Manque de chance, l'espace central a été complètement détruit. Autre cas de figure, c'est le site de Butrine, Vouthrotos dans l'Antiquité, situé en Albanie, et qui se présente sous forme d'un îlot qui comporte une basilique dans l'acropole, une basilique dans le centre vraiment urbain, et puis un baptistère. Alors, j'ouvre là une parenthèse pour vous dire que si je me concentre essentiellement sur les basiliques, c'est parce que c'est quasiment la seule forme d'édifice religieux connu. Le baptistère de Butrine est un cas isolé, que j'étudie comme tel, comme cas isolé. Les autres baptistères sont vraiment inclus dans les églises le reste du temps. Ils ne sont pas donc vraiment une catégorie d'édifices en soi. Le baptistère de Butrine est vraiment exceptionnel, comme vous le voyez ici. Il est entièrement pavé de mosaïques et il était associé directement à la basilique de Butrine, qui présente un état de conservation assez incroyable quand on y arrive, mais il faut savoir que cette phase date plutôt du Xe siècle. Elle a été évidemment reconstruite sur le plan d'un édifice proto-byzantine, et on peut supposer que le plan n'a pas vraiment évolué au cours du temps. Toutefois, il y a eu des changements, dont un changement de support. Vous voyez ici, le baptistère est supporté par des colonnes, la basilique est supportée par des piliers. On estime que dans la première phase, la basilique devait être un petit peu assortie, disons, à son baptistère, et que les colonnes ont été remplacées au fil du temps par ces piliers beaucoup plus massifs. Autre élément à mentionner, c'est la présence vraisemblable d'ateliers de mosaïstes qui circulent dans cette province d'Épire. Il est plus que probable que ceux qui ont réalisé les mosaïques du baptistère de Butrine soient les mêmes qui ont réalisé certaines des mosaïques de Nicopolis. Et j'insiste là-dessus parce que ce dont je vous parlais au début de la présentation, cette espèce de division entre épire grecque et épire albanaise, a vraiment mis un frein à cette compréhension de la circulation des artisans et aussi des matières premières, de la sculpture, etc. Je reviens une seconde à ma diapositive précédente pour vous montrer un autre cas de figure situé également en Albanie, c'est la ville de Phoenique, Phoeniké, antique. Vous voyez également qu'elle a fourni une basilique située, encore une fois, dans l'acropole du site. Dernier cas que je voudrais vous présenter aujourd'hui sur les basiliques urbaines, c'est celui-ci, le fameux site de Dodone, le site oraculaire. Vous voyez également qu'une basilique, que je vous montre ici, prend place dans ce grand complexe. Toutefois, il convient de préciser que si elle a l'air d'être construite en partie sur un monument préexistant, il ne s'agit pas vraiment d'une installation sur un bâtiment païen. Et j'insiste là-dessus parce qu'on a souvent le sentiment d'avoir des grandes transformations de temples païens en églises chrétiennes durant l'Antiquité tardive. En Épire, en tout cas, ça n'a pas vraiment l'air d'être le cas. Par contre, on est friand de matériel à disposition, de manière tout à fait logique, et la basilique de Nicopolis est construite essentiellement en remploi. Vous voyez que les colonnes sont des colonnes à fût cannelé, donc des colonnes récupérées sur le site, et vous voyez également que ici, un fragment de fût de colonne a été réutilisé tout en étant détourné de sa vocation première, puisqu'il sert de base de table d'autel. En tout cas, il convient de mentionner que les basiliques se situent généralement dans les centres des villes, ou en tout cas très très proches de ces centres en question. Souvent, elles sont même très proches des murailles, et dans certains cas, elles sont vraiment sur l'acropole. Donc forcément, ces espaces étaient déjà occupés précédemment. Il y a un remploi de l'espace et un remploi de bâtiments dont la forme se prête assez bien. Je reviens une seconde en arrière pour vous remontrer le plan de Nicopolis. La basilique A réoccupe un bâtiment qui semble être un bâtiment à abside, donc un triclinium, très vraisemblablement,
et le pavement mosaïqué de ce triclinium a été conservé dans la basilique actuelle, bien que représentant des thèmes tout à fait païens, en l'occurrence des petits hérotès complètement nus, ce qui ne fait pas franchement bon genre dans une église proto-byzantine. Après avoir fait un rapide tour d'horizon des basiliques urbaines, un mot sur les églises rurales. Ces fameuses églises rurales, la plupart du temps, ce sont des basiliques isolées. Malheureusement, qui dit basilique isolée dit simplement qu'elles sont la mention d'un site d'habitat à l'époque qui nous intéresse, mais on peut en tirer finalement peu d'informations. Dans d'autres cas, elles sont associées à d'autres types de vestiges, et là ça devient tout de suite beaucoup plus intéressant pour nous. Certaines sont situées dans ou à proximité de forteresses. D'autres présentent une concentration qui est un petit peu atypique, j'y reviendrai par la suite. Et d'autres, enfin, présentent une proximité avec des villas ou des thermes, les villas étant souvent associées à des thermes. Et parfois, encore, les différents cas de figure peuvent se regrouper. C'est-à-dire que vous êtes parfois à proximité de villas et de thermes et de forteresses, ou à proximité de villas avec une concentration d'édifices, etc., etc. Vous voyez à peu près comment ça fonctionne. En fonction donc de l'association des différents vestiges, on peut voir émerger plusieurs hypothèses. Celle de sites d'habitat rural, celle d'églises privées, c'est quelque chose que l'on étudie assez souvent, et on se plaît à parler d'églises privées quand il s'agit d'églises de petite dimension, mais finalement, faute de source, encore une fois, il est difficile de se prononcer vraiment en faveur d'une privatisation de ces espaces ou non. Parfois, nous sommes face à des casernes militaires, je vous en montrerai un exemple tout à l'heure. On peut également envisager les hypothèses des lieux de pèlerinage ou de lieux de vie de communautés monastiques, mais également celles d'étapes routières, de sites de refuge, voire même de villes inconnues. Alors tout ça peut sembler un petit peu abstrait et un petit peu confus. Je vous en montre quelques exemples qui sont peut-être un petit peu plus parlants. Le premier exemple, c'est celui d'un îlot situé dans ce fameux golfe Ambracique. Souvenez-vous, c'est celui qui est situé à l'arrière de la ville de Nicopolis. Dans cet espace se trouve une série de petites îles, dont celle-ci, l'île de Képhalos, qui a été fouillée dans la fin des années 60 par Kharikia Barla. C'était quasiment une fouille de sauvetage parce que depuis lors, le site est vraiment complètement détruit par l'érosion marine, tout simplement. Et ce site, qui est, comme vous le voyez, de petite dimension, a fourni sur son extrémité, vraiment, deux basiliques. Une qui était entièrement fouillée et que vous voyez ici. Un plan, somme toute, assez classique, avec une nef centrale, deux nefs latérales, pas de pastoforia dans ces cas-là, mais également un narthex et une série de pièces annexes. La deuxième chapelle qui a été retrouvée sur ce site est une de ces fameuses chapelles à une nef. C'était également une église qui desservait le petit cimetière de la communauté qui vivait sur cet îlot. Et puis également un petit baptistère a été mis au jour. La première hypothèse qui a été formulée par les fouilleurs dans les années 60, c'est que l'on soit là face à un site de refuge. C'est également l'hypothèse qui avait été avancée pour le petit îlot que je vous avais montré en tout début de présentation. On avait donc supposé que ces édifices avaient été construits à la fin du 7e siècle, au moment de ces fameuses invasions, notamment les invasions slaves, pour servir de site de refuge. C'est une hypothèse qui peut être recevable, mais qui demeure problématique, tout simplement parce que cet îlot, tout comme l'autre, sont situés à moins de 500 mètres des côtes. Et je suppose que quand vous êtes envahisseur, les 500 mètres ne vous arrêtent pas forcément. Il semble qu'il y ait d'autres hypothèses à chercher, peut-être, encore une fois, le lieu de vie d'une communauté monastique qui désire s'implanter sur un endroit un peu plus difficile d'accès, mais qui reste quand même accessible pour les besoins tout à fait naturels. Autre cas de figure, nous sommes ici en Albanie, encore une fois, sur le site de Diaporite. On est en bord de mer Ionienne, sur le site d'une villa qui a été construite au 1er siècle avant Jésus-Christ, qui est occupée successivement jusqu'au début du 4e siècle. Elle est quasiment laissée à l'abandon pendant près de 100 ans, et puis elle est réoccupée. Une basilique est construite, encore une fois, plan très classique, une nef centrale avec une abside, deux nefs latérales, un narthex et un exonarthex. Ce site est assez intéressant puisque, en plus de réoccuper un endroit qui avait déjà été occupé, en plus de réoccuper également du matériel qui se trouvait déjà sur place,
alors, je dirais déjà les moines qui s'installent sur ce site, mais vous verrez pourquoi les fouilleurs associent ce lieu à un monastère. Cette basilique réoccupe une série d'installations dont certaines sont toujours utilisées. Les pièces de stockage de la villa continuent de servir de pièces de stockage. Et surtout, les thermes de la villa continuent tout simplement à être utilisés comme tels. Donc il y a encore une fois une volonté de s'installer sur un site qui vous permet tout simplement de gagner du temps et de bénéficier d'une série d'avantages, comme c'est d'avoir du matériel à profusion pour construire votre édifice de culte. Alors on a parlé souvent de monastères pour des raisons diverses et variées, notamment la proximité avec des espaces de vie, donc ce qu'on peut nous considérer comme des dortoirs. Alors il faut savoir qu'on est quand même très très tôt, donc les concepts qui fleuriront par la suite, comme le réfectoire, qu'on connaît très bien à l'époque byzantine avec ces grandes tables, notamment que ce soit du côté oriental ou occidental, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas dans les monastères proto-byzantins. Par ailleurs, dans l'abside du sanctuaire ont été retrouvées 3 tombes, et on suppose donc que c'était une église construite, alors soit comme lieu de pèlerinage à la base, avec des saints personnages enterrés là, qui mènent à l'afflux de pèlerins qui sont gérés par une communauté monastique qui vit là, ou alors, dans l'autre sens, une communauté de moines s'installe sur le site. Certains d'eux, après leur mort, ont une réputation d'être des saints personnages et font affluer des pèlerins sur le site en question. Autre cas de figure, ce sont des recherches récentes. Nous sommes également en bordure du fameux golfe Andrastique auquel je fais souvent référence aujourd'hui. Cette ville actuelle s'appelle Drimos et elle avait déjà fait l'objet de quelques recherches dans les années 60 par un archéologue qui avait identifié 2 sites proto-byzantins. Un à l'extérieur de la ville, une chapelle entourée d'un cimetière, et puis une située au centre de l'agglomération actuelle et aujourd'hui sous l'église du village. L'archéologue qui avait fouillé à l'époque avait mentionné des vestiges sculptés d'une grande qualité à proximité de ces 2 basiliques, et puis finalement le site avait été complètement oublié. Au moment de la construction de cette grande autoroute dont je vous parlais, qui rejoint donc, la capitale de l'Épire actuelle, Ioannina, à Athènes, des fouilles ont été faites, et au cours de ces fouilles, 2 grands complexes ont été découverts. Ici, vous avez un énorme complexe thermal. Alors là, on n'est plus du tout sur une échelle de villas ou de sites occupés par quelques personnes, on est vraiment sur des très grandes terres. Et puis, un deuxième espace ici, qui comprenait une basilique, avec des mosaïques d'une très très grande qualité, extrêmement bien conservées. Et là, coup de chance, il y avait des inscriptions. Alors, je parle de chance, mais il faut quand même nuancer le propos. Sur ces mosaïques sont mentionnés les donateurs de la basilique, notamment quelqu'un qui se présente comme évêque. On a son nom, il s'appelle Olympius, et il dit qu'il dédie cette église au Christ pour le salut de son âme, et aussi pour sa bonne installation à cet endroit, avec sa femme, qui est également nommée, et son fils. Ce qui est très intéressant dans ce cas-là, c'est que même si notre évêque n'est pas connu par ailleurs de nos sources anciennes, il n'est mentionné dans aucun acte conciliaire, il y a toutefois cette mention de l'installation d'un évêque à un endroit donné. Et installation d'un évêque dans une ville qui est complètement inconnue par ailleurs. Ce qui nous fait pencher pour l'hypothèse d'un site qui serait un site portuaire, puisqu'on est vraiment situé à peu près 500 mètres des côtes de ce fameux golfe Andrastique. Il est possible qu'on soit face à un port, une communauté qui s'installe à proximité de ce site portuaire, qui augmente au fur et à mesure. Et comme nous sommes relativement loin de la ville la plus proche, qui est quand même Nicopolis, on décide à un moment donné d'envoyer à cet endroit un évêque pour gérer cette population. Un cas analogue, mais qui là est beaucoup mieux connu, c'est le cas de la ville de Sarandé en Kilesmos durant l'Antiquité, qui fonctionnait au départ comme le port de la ville de Phinique, que je vous mentionnais tout à l'heure. C'était le port de la ville. À un moment donné, elle a acquis une telle importance qu'elle est devenue une ville à part entière. Elle avait le statut de cité et elle était également siège d'évêché. Ici, on est évidemment à plus petite échelle.
Autre cas de figure, nous sommes en Albanie et vous avez le cas de ces églises associées à des forteresses militaires. Vous voyez ici très clairement la délimitation de cette forteresse. Vous voyez également qu'elle est à un endroit tout à fait stratégique puisqu'elle est en bordure du fleuve Drin, qui est ce grand fleuve qui vraiment va sillonner tout le nord de ma province. Par contre, actuellement, sur le terrain, rien n'est visible. Il y avait toutefois deux basiliques, une à l'intérieur des murailles et une à l'extérieur, qui servaient également de basiliques de cimetière, puisque une vingtaine de tombes ont été répertoriées à ces environs. Enfin, dernier cas de figure, nous sommes à proximité du site de Dodon. Une église actuelle englobe en remploi des éléments qui proviennent d'un templon, d'une clôture de presbytère. Vous voyez ces pièces avec une entaille d'encastrement des fameuses plaques de chancel. Elles n'ont pas du tout été retrouvées, mais ces éléments, en raison de leur côté massif et bien quadrangulaire, ont servi à la construction d'une église beaucoup plus récente. À proximité de ces vestiges, également, des terres ont été découvertes il y a quelques années. Alors, comment identifier un tel site? Eh bien, finalement, on peut dire très peu de choses, mais éventuellement, on pourrait l'associer à un lieu de passage, et cela me mène à aborder la dernière partie de mon exposé, à savoir que connaît-on des routes de l'Épire ancienne à l'époque tardo-antique. Je ne vous présente plus ce document, qui est la table de Böttinger, il est évidemment connu de tous. La portion qui concerne l'Épire est traversée par deux routes. La première, vous le voyez, elle suit clairement les côtes, elle fait une incise vers l'intérieur et aboutit à Actianicopolis avant de continuer jusqu'à un élément peu lisible à que je propose d'identifier comme Akello, donc l'embouchure du fleuve Akellos qui marque les limites de notre province. Vous voyez qu'une série d'étapes sont mentionnées sur cette route et sans surprise, il s'agit des villes qui seront durant l'Antiquité tardive également les lieux de d'évêché, comme Phoenike, que j'ai mentionné abondamment aujourd'hui, Vuthrotor, Butrint, Ad Dianam, qu'on propose aujourd'hui d'associer à la ville de Photiki, et puis enfin Actianicopolis. Alors, si on convertit les 1000 romains en kilomètres actuels, ça correspond assez bien, sauf pour la distance qui sépare Phoenique de Butrint, qui est vraiment beaucoup trop importante par rapport à la réalité du terrain. Mais pour le reste, il y a vraiment une correspondance très proche. Par contre, de l'autre côté, comme vous le voyez, c'est assez flou. Vous avez une mention pour le territoire épirote, Adrianoupoli, la ville d'Adrien, qui est connue de nos sources, qui sera également siège d'évêché, qui va être transformé, légèrement déplacé et renommé sous Justinien, qui sans surprise va l'appeler Justinianopolis. Et puis, une mention peu lisible ici, que certains ont interprété comme étant le site d'Ilion, hypothèse qui semble correspondre assez bien. Et puis enfin, on arrive également à Actianicopolis. Alors, comment définir plus clairement sur une carte le tracé de ces routes? Eh bien, tout simplement, pour la première route, c'est assez évident. On suit les côtes, on passe par les évêchés, on fait ensuite une incise vers l'intérieur des terres pour desservir la ville de Phoenique, et puis on atterrit à Nicopolis, ici. Puis cette route continue encore une fois le long des côtes, jusqu'à l'embouchure de notre fleuve Achelos. Pour la deuxième route, celle au tracé beaucoup plus incertain, on peut à peu près reconstituer actuellement le tracé de cette route, en tout cas pour le nord de la province, puisque vous voyez qu'une série de basiliques sont construits de part et d'autre d'une grande vallée, de cette vallée sillonnée par ce fleuve qui s'appelle le Drin, ou le Drin, et qui s'arrête à peu près donc, aux frontières entre la Grèce et l'Albanie actuelle. Alors, le long de cette grande vallée, ces basiliques sont presque systématiquement associées à des forteresses. Je vous montre ici la réalité du terrain. Nous sommes sur une de ces collines qui surplombe cette très large vallée. Et sur le terrain, ça se présente vraiment comme ceci. Vous avez cette grande vallée, vous avez une série de collines à l'est et à l'ouest du fleuve. Et sur chacune de ces collines, donc autant à l'endroit d'où a été prise la photo que sur cette colline, sur la suivante, etc., vous avez systématiquement des forteresses et des basiliques qui y sont construites. Les forteresses, la plupart du temps, datent déjà de l'époque hellénistique. Certaines sont construites à l'époque romaine,
moutarde romaine, comme la forteresse que je vous montrais tout à l'heure. Vous savez, celle où on ne voit plus rien actuellement. Et les forteresses qui datent déjà d'époques précédentes sont vraiment restaurées à l'époque paléochrétienne, des basiliques qui sont construites. Et le fameux site d'Adrianopolis, qui est mentionné sur la table de Böttinger, il se présente comme suit. Vous voyez très clairement que vous êtes sur une colline. On est toujours à des altitudes qui varient entre 400 et 800 mètres dans cette partie de la province. Elle surplombe clairement ce lieu de passage et elle est aujourd'hui occupée par un Teke Bektashi. Les visibles de la basilique proto-byzantine ne sont plus du tout visibles, si ce n'est quelques spolias aux alentours du Teke. Par conséquent, si je reprends quelques secondes ma carte, on peut supposer que la route se sert de manière assez naturelle finalement de cette grande vallée fertile, d'autant que par endroits, il y a encore des fragments de cette route qui sont visibles, qui n'ont pas été fouillés, qui sont simplement visibles par endroits quand le temps le permet, quand la végétation n'est pas trop abondante. Et sur 2 de ces sites également ont été retrouvés des bornes miliaires, ce qui est un témoignage somme toute assez probant de l'existence d'une route. À partir d'ici, le tracé est encore plus incertain. Toutefois, en convertissant les 1000 romains en kilomètres, on peut supposer que cette espèce de courbe formée sur la table de Böttinger se représente comme suit sur le terrain actuellement. Et donc cette route pourrait effectivement passer à proximité du site de Dodon et du site de Dramessi que je vous avais également mentionné un petit peu avant. Ensuite, elle continuerait vers le sud. Elle récupère à ce moment-là le cours d'un autre fleuve qui s'appelle le Kalamaz. Et vous voyez encore une fois, à proximité de ce fleuve, une foison de basiliques. Nous sommes évidemment là dans un autre contexte. On est à très faible altitude, entre 0 et 100 mètres, dans une plaine très fertile qui aboutit également à Nicopolis. Pour conclure et ne pas trop vous fatiguer, nous sommes en Épire face à 2 cas de figure très très différents. Nous avons d'une part les grands sites urbains qui fournissent des basiliques. Elles sont bien connues, vous voyez qu'elles sont également très très bien construites. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de m'attarder sur l'appareil de ces différents vestiges, mais vous voyez clairement une différence entre ces belles rangées de briques et ces belles rangées de pierres très régulières et ce que l'on trouve dans les basiliques rurales, dans le meilleur des cas, comme ici, ou dans un autre cas, où vous voyez simplement des pierres entrecoupées de quelques briques qui ne forment pas toujours des rangées bien régulières. Dans les basiliques urbaines, vous avez également de très belles mosaïques. On n'a pas parlé de sculpture aujourd'hui, mais vous avez également des sculptures de grande qualité. Et puis aussi, ces fameuses pièces annexes que je vous mentionnais en début de présentation, les pastophoria selon certains, appelant les pièces latérales pour ne pas influencer leur fonction, eh bien ces pièces sont également caractéristiques des basiliques urbaines. On les trouve quasi essentiellement en basilique en contexte urbain, une seule se trouve dans un contexte un peu particulier, un contexte rural. Mais nous avons clairement là la volonté, par les grands évêques épirotes, d'orner leur basilique, d'établir également des types architecturaux, des plans différents qui seront caractéristiques de cette province. Ce type de plan ne sera plus du tout utilisé dans les basiliques rurales. Elles sont beaucoup plus fonctionnelles, beaucoup moins ornées évidemment. C'est tout à fait logique puisque les moyens à disposition sont sans doute moindres. Et puis également, ce qu'il serait intéressant d'étudier, c'est la chronologie de ces basiliques. Malheureusement, encore une fois, faute de sources et faute de fouilles très correctement menées, j'ai envie de dire, puisque nous sommes souvent dans des contextes où on essaye simplement de dégager ce qui peut l'être ou d'identifier certains vestiges sans procéder à des fouilles. Nous n'avons pas de datation précise pour les basiliques. Toutefois, il semble que les basiliques urbaines soient les premières à s'implanter sur le territoire épirote. L'évangélisateur de l'Épire n'est autre que l'apôtre Paul, donc on est quand même très très tôt dans l'histoire de la christianisation. Et puis finalement, ces basiliques rurales qui se construisent à l'intérieur des terres, et je reviens une seconde sur ma carte pour vous montrer qu'il y a une espèce de vide entre les deux. Vous avez les basiliques en bordure de cette première route, et finalement toutes les autres basiliques sont situées à proximité de la deuxième route. Ce qui nous mène à nous intéresser sur... ce qui nous mène à nous pencher sur vraiment cette association étroite entre route et église, et puis surtout entre forteresse et église, et à envisager l'hypothèse d'une dispersion
dispersion du christianisme au moyen de l'armée. C'est un phénomène que l'on connaît assez bien dans les Balkans. L'Épire est quand même une région très très balkanique. Elle connaît les mêmes mécanismes et il se pourrait donc que l'Épire, en tout cas à l'intérieur des terres, soit un peu plus réticent à l'accueil de cette nouvelle religion. D'autres sources plaident en ce sens, notamment la survivance du sanctuaire oraculaire de Dodone jusque quasiment au 5e siècle. Julien l'Apostat va demander l'oracle de Dodone. Julien l'Apostat aura également des mesures tout à fait énergétiques, assez exceptionnelles envers l'Épire. Certains auteurs diront qu'il se reconnaît un petit peu dans cette région qui résiste au christianisme. Voilà pour l'état actuel de mes recherches. Je vous remercie de votre attention et j'ai hâte d'entendre vos suggestions et vos remarques. Merci beaucoup.